Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, toujours en module de gastrologie. Dans l'œsophage, aujourd'hui, on va traiter le cancer de l'œsophage. C'est le cours de professeur Belkharoubi. Vous allez trouver, comme d'habitude, tous les supports dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime, un maximum de partage. Ne laissez pas ces vidéos à votre disposition. Un maximum de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, aujourd'hui, on arrive au cancer de l'œsophage après qu'on avait vu les lésions caustiques et le RGO et vous allez voir le rôle de ces deux pathologies dans la genèse des cancers de l'œsophage. Donc, notre plan du cours aujourd'hui, on va commencer par un rappel anatomique, histologique, des généralités, quelques notions épidémiologiques selon la fréquence de survenue du cancer avec ces deux types, épidermoïde et adénocarcinome, comme illustré là. La classification histologique et anatomique des lésions, le diagnostic, les bilans d'extension bien sûr, le traitement et la prévention et le dépistage. Donc il existe une notion de dépistage quand vous allez voir des cancers de l'œsophage. Et bien sûr la prévention, c'est l'arrêt du terrain alcoolo-tabagique qui a un rôle majeur dans la genèse du cancer épidermoïde. Commençons premièrement par l'anatomie de l'œsophage. Donc l'œsophage c'est un organe qui appartient du tube digestif. Il s'étend du pharynx jusqu'au l'estomac. Donc c'est un simple conduit qui va permettre la traversée des aliments vers l'estomac. Et ce qui est primordial, là, ce que vous saviez, il, il est séparé, qu'il est divisé sur trois segments. Un segment cervical, un segment thoracique et un segment abdominal. Et vous notez là, à gauche dans l'illustration, c'est la distance entre les arcades dentaires qui est un élément essentiel, un élément primordial de le noter dans votre examen. Pourquoi? Ça va être un élément très contributif dans la décision de la conduite thérapeutique. Notez bien que les cancers de l'œsophage thoracique sont les plus difficiles à traiter chirurgicalement à cause de leur rapport multiples vaisseaux. Vous allez voir de l'aorte, des conduits lymphatique et même de la veine azygos. C'est très difficile à traiter sur le plan chirurgical. Donc, concernant le premier segment, l'œsophage cervical, donc il s'étend de 15 cm jusqu'aux 21 cm au-delà de l'arcade dentaire. Donc de C6 jusqu'au T2. Le segment thoracique, ou bien l'œsophage thoracique, il chemine dans le thorax. Il va traverser le diaphragme au niveau de T10. Faites attention. Il s'étend de deuxième vertèbre thoracique de T2 jusqu'au arrivé au T10 où il va traverser la paroi abdominale au niveau du diaphragme. Donc, il mesure de 16 cm. Il s'étend de 21 jusqu'au 37 cm au-delà de l'arcade dentaire. Donc, c'est pour cela, dans l'endoscopie, vous allez voir, il faut déterminer la distance de la tumeur au-delà de l'arcade dentaire. C'est primordial pour la prise en charge et pour la décision, est-ce que on peut faire de la chirurgie ou bien on peut passer à la radiothérapie comme vous allez voir dans le traitement. Donc, un segment, il y a un organe creux qui est divisé sur trois segments. Donc, un segment cervical, un segment thoracique qui est le plus difficile à traiter. Dernièrement, le plus petit, c'est l'œsophage abdominal. Donc, il s'étend de TH ou bien du T10 vers T11. Donc, il mesure à peu près de 3 cm. En totalité, l'œsophage, c'était un conduit de 25 cm et de 2 cm de diamètre. Et qui est le siège, je répète, le plus difficile, ça c'est à noter, des cancers de l'œsophage. C'est l'œsophage dans le tiers moyen, l'œsophage thoracique. C'est très difficile à traiter à cause des rapports anatomiques avec des paquets vasculo-nerveux qui sont immenses. Donc, premièrement là, un petit rappel anatomique de l'œsophage. Donc, deuxièmement, à chaque extrémité,
Ça, on avait vu dans le reflux gastro-œsophagien, il existe deux sphincters. Donc, le premier sphincter, c'est un sphincter de l'œsophage supérieur. C'est un vrai sphincter là, avec un épaississement musculaire. Et en bas, c'est le sphincter inférieur de l'œsophage qu'on avait vu avec détail dans le cours de reflux gastro-œsophagien. Je vous invite à consulter le cours de RGO. On avait parlé du rôle du sphincter inférieur de l'œsophage pour contrôler le bol alimentaire et prévenir le reflux de l'acidité gastrique vers l'œsophage. Donc, il contient l'œsophage, il contient deux sphincters, un sphincter œsophagien supérieur et le fameux sphincter inférieur de l'œsophage. Concernant le plan histologique, donc, la paroi de l'œsophage, elle est constituée de muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et la séreuse. Faites attention, il n'existe pas de l'adventice donc, dans l'œsophage et c'est un organe rétro-péritonéal. Donc, ce sont des critères à noter sur votre abord chirurgical. Donc, l'œsophage, il est doué d'un péristaltisme. On avait vu ça précédemment dans les ingestions des produits caustiques. Ça ressemble au côlon, c'est pour cela on fait de l'œsophagectomie et on fait de la coloplastie comme nous avons vu précédemment. Donc, et cette fonction, elle est contrôlée par le système nerveux donc, qui existe dans sa propre adventice, ou bien dans sa propre paroi au niveau de la musculeuse. Ce sont le plexus de Meissner et le plexus d'Auerbach. Donc, pour plus d'informations, veuillez consulter le cours de l'histologie de la paroi thoracique, ou bien plutôt de la paroi de l'œsophage. Ces deux plexus ils sont retrouvés dans la totalité de la paroi du tube digestif. Maintenant, on va passer à la vascularisation. Donc là, vous voyez à gauche sur l'illustration, la muqueuse, la musculeuse et l'adventice. Pardon, c'est l'inverse. Donc faites attention. Corrigez là, c'est pas la séreuse. Donc il existe une adventice au niveau de l'œsophage. Il n'existe pas une séreuse. Donc c'est l'inverse. Il existe l'adventice. Il n'y a pas de séreuse, je répète. Dans l'œsophage, la séreuse se commence au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est l'histologie. Petite erreur dans la plaque ici. Concernant la vascularisation artérielle, donc, elle est assurée par la portion cervicale et supra-azygo-aortique. Cette portion-là, elle est vascularisée par l'artère thyroïdienne inférieure et les branches des artères subclavières. Deuxièmement, la portion inter ou intra, plutôt infra-azygo-aortique, elle est vascularisée par les artères œsotrachéales et les artères œsophagiennes. La portion abdominale de l'œsophage, elle est vascularisée par les rameaux œsophagiens des artères diaphragmatiques inférieures et des artères cardio-œsophagiennes ventrales et dorsales. Donc la vascularisation de l'œsophage est multiple. C'est un organe richement vascularisé. Et ces portions-là, ou bien ces notions-là de vascularisation, ils vont contribuer à la dissémination, vous allez voir, ou bien l'étendue de la cancérisation vers les organes de voisinage, surtout au niveau de la trachée. Pour la vascularisation veineuse, donc elle est marquée par des anastomoses portocaves dans le tiers intérieur, dans le tiers inférieur. Donc ces veines, ils vont se drainer à partir de deux plexus. Un plexus sous-muqueux et un plexus pluri-œsophagien dans la veine thyroïdienne inférieure, dans la veine azygos et dans la veine gastrique gauche. Donc en total, l'œsophage cervicothoracique, il est tributaire dans le système cave supérieur, donc il va être drainé au niveau de la veine cave supérieure. La portion diaphragmatique ou bien l'œsophage diaphragmatique, il va contribuer dans le système porte et l'anastomose de ces deux réseaux-là, il est appelé le fameux anastomose
orthocave. Donc, multiples réseaux, vascularisation, elle est un peu complexe. Ça a été un organe, je répète, qui est richement vascularisé et les rapports avec les organes que vous allez voir, surtout, je répète, au niveau du tiers moyen, ça va rendre l'intervention la chirurgicale qui est très difficile à cause de la richesse des vascularisations. Le risque de saignement, là, il est imminent. Concernant le drainage lymphatique, il est drainé par un groupe ganglionnaire principal qui est para-œsophagien. Plus le drainage se fait dans la suite dans les ganglions à distance suivant trois groupes. Il existe des compartiments cervicaux, des compartiments médiastinaux et même des compartiments abdominaux. Donc là, vous voyez la multiplicité des systèmes ganglionnaires qui vont drainer le drainage lymphatique de l'œsophage. Et ça aussi explique le caractère très lymphophile de la carcinome, ou bien des carcinomes de l'œsophage. C'est un organe richement vascularisé, un organe riche en ganglions lymphatiques. Il est très très riche, c'est en gras. Donc d'où la lymphophilie de la carcinome de l'œsophage. Un cancer de l'œsophage, comme vous allez voir, il est très lymphophile. Ça nous fait rappel au cancer de l'estomac, au cancer gastrique. Malheureusement, et là c'est un contributif. Ça va contribuer au mauvais pronostic de carcinose de l'œsophage. Donc, il va s'étendre directement vers les nœuds périœsophasiens, les nœuds médiastino-postérieurs, puis trachéobronchiques, et enfin, il va être drainé au niveau du conduit thoracique. Donc, en résumé, un cancer ou bien des carcinomes de l'œsophage, ils sont très, très lymphophiles. Concernant l'innervation de l'œsophage provient à la fois du système parasympathique et du système sympathique. Donc, lorsqu'on dit un système parasympathique, c'est le pneumogastrique, c'est le fameux nerf pneumogastrique, c'est le nerf vague, le 10e nerf crânien. Donc, quand vous voyez la situation, la multiplicité des conduits, bien la richesse de vascularisation rend l'intervention chirurgicale, je répète, surtout au niveau du tiers moyen, il va être très, très difficile à traiter. D'abord chirurgical, là, il est dangereux. Quand vous voyez, c'est un organe richement vascularisé, un organe, bien une carcinose à ce niveau-là, elle va être lymphophile et quand vous allez voir, elle peut être notée par d'autres carcinoses au niveau des sphères orales et des organes sous-jacentes. Donc c'est pour cela, c'est le rôle de dépistage des sphères orales, le dépistage des cancers de l'œsophage. Maintenant, on commence les généralités, ou bien on va aborder les généralités, quelques chiffres épidémiologiques. Donc en France, le cancer de l'œsophage, il a le 14e rang des cancers. On note 5000 nouveaux cas par an et 4000 décès par an. Donc, le taux de survie, notez bien, il est moins de 10%. Donc, vous voyez là, 10% de survie à 5 ans, à tous les stades confondus. Donc, c'est un cancer, voilà, c'est un cancer vicieux. Le taux de mortalité, il est très élevé. On note que 10% de survie à 5 ans dans tous les stades là. La prédominance, elle est masculine, un sexe ratio de 12 à 1. Donc, c'est le terrain alcoolo-tabagique. Vous allez voir qu'il est très contributif dans la genèse des cancers épidermoïdes. Les deux types histologiques qui sont retrouvés, ils sont d'ordre de 2. On a premièrement l'aspect qui est illustré à gauche, le carcinome épidermoïde. C'est 75% des cas. Et notez bien le rôle du terrain alcoolo-tabagique dans la genèse de la carcinome épidermoïde. 25% des cancers là, ils sont de l'adénocarcinome qui est illustré là. Donc, je répète, c'est un cancer à prédominance nette masculine. Le type histologique, là je vous invite à prendre note, le type histologique le plus fréquent, c'est de l'adénocarcinome épidermoïde. Et on note là le rôle de terrain alcoolo-tabagique dans la genèse du carcinome épidermoïde.
qui représente 75%, trois quarts des cas des carcinomes. Un quart des cas, 25% des cas, c'est de l'adénocarcinome. Donc, quand vous notez là la similitude entre le cancer du tiers inférieur avec le cancer gastrique. Là, c'est de l'adénocarcinome et c'est le rôle, je répète, de la chalasie, les lésions caustiques, quand vous allez voir dans la genèse de ces lésions-là. La portion de l'adénocarcinome, elle tend de s'augmenter, comme on avait dit, à cause des lésions précancéreuses. Donc, c'est la chalasie. C'est le fameux endobrachyœsophage qu'on avait vu précédemment dans le cours de RGO. Donc, c'est parmi les lésions précancéreuses qui vont favoriser, je répète, l'adénocarcinome. Donc, faites attention, il faut différencier entre les deux types de carcinomes de l'œsophage. Donc, le carcinome épidermoïde qui représente la majorité des cas, c'est le terrain alcoolotabagique, je répète, deuxième fois, qui va favoriser le type épidermoïde. Le deuxième type, c'est de l'adénocarcinome. Il survient dans la portion ou bien du tiers inférieur de l'œsophage et vous allez noter dans ces cas-là le rôle des lésions précancéreuses qui sont l'œsophage de Barrett, l'endobrachyœsophage, le rôle du RGO et même les lésions caustiques qu'on avait vues dans les cours précédents. Je vous invite toujours à traiter les modules par enchaînement pour mieux comprendre l'enchaînement du cours. Deuxièmement, les facteurs de risque selon le type histologique. Premièrement, on commence avec le carcinome épidermoïde et je répète, c'est l'intoxication alcoolo-tabagique chronique. Donc, les conséquences là, c'est l'association épidémiologique d'un cancer des voies aérodigestives supérieures et même du cancer du poumon. C'est pour cela, j'avais parlé de ça précédemment, c'est le rôle du dépistage croisé devant un cancer de l'œsophage. C'est très probablement que vous allez trouver en association un cancer des voies digestives supérieures et même parfois du cancer du poumon. C'est le rôle du terrain alcoolo-tabagique. Donc, c'est alcoolo-tabagisme de façon qui est chronique. Il existe des comorbidités éventuelles qui sont liées à ce terrain. Vous allez noter des bronchopneumopathies obstructives, les BPCO. Vous allez aborder ça avec détail dans le prochain module de pneumologie. Et comorbidités cardiovasculaires, des cirrhoses et même des dénutritions. Donc je répète, le carcinome épidermoïde, notez bien, c'est le terrain alcoolo-tabagique chronique qui est la cause la plus principale de la genèse du cancer épidermoïde. Donc d'autres causes, c'est l'achalasie, bien le mégaœsophage idiopathique. On a l'œsophagite caustique. On avait dit que dans l'œsophagite, dans le cours précédent, du RGE, on avait dit que l'œsophagite, c'est une lésion précancéreuse. Donc, toute inflammation chronique, c'est le lit du cancer. Ou bien post-radique, parfois, les patients qui ont eu des antécédents d'irradiation médiastinale, par exemple dans la maladie d'Hodgkin. Donc là, vous voyez la chalasie, c'est le mégaœsophage. Elle est bien illustrée à gauche là dans l'illustration. Elle est contributive, je répète, dans la genèse du cancer ou bien du carcinome. Là, c'est de la chalasie, c'est l'œsophage dilaté. Donc, ce sont des lésions précancéreuses. Après, ce sont des facteurs, mais notez bien, je répète, le facteur principal, c'est les terrains alcoolo-tabagiques. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. Donc là, c'est l'œsophage qui est dilaté et il est mieux illustré. Quand vous voyez là dans le transit œsogastro-duodénal, donc transit parité. Donc, vous voyez là un passage difficile du produit dans l'estomac. Donc, ça, c'est du méga-œsophage. Les ingestions caustiques, je répète, les lésions caustiques sont des lésions précancéreuses. On avait vu ça dans le cours précédent sur les brûlures caustiques. Là, c'est la nécrose. Là, ce sont les ulcérations après inflammation ou bien ingestion caustique.
Et là, vous voyez, c'est le lymphome dans sa forme médiastinale. Donc, le lymphome, parfois dans les atteintes médiastinales, l'irradiation, donc la radiothérapie dans les lymphomes. Vous allez voir les lymphomes avec détail dans le module d'hématologie et d'oncologie. Donc, là, l'irradiation, elle peut être une cause aussi du carcinome, je répète, de type épidermoïde. Donc, si on récapitule les facteurs du risque du carcinome épidermoïde, premièrement, c'est le terrain alcoolo-tabagique. Notez ça bien dans vos cas cliniques, faites attention. Autre facteur de genèse de moins ordre, donc c'est de la chalasie du tiers inférieur de l'œsophage. L'œsophagite caustique, donc un délai on a vu jusqu'aux 20 ans, jusqu'aux 40 ans, les lésions caustiques peuvent devenir des lésions précancéreuses, ils peuvent se dégénérer comme on a vu précédemment et post-radique dans les atteintes médiastinales, par exemple le lymphome dans la forme médiastinale qui est illustrée à gauche. Deuxièmement, les facteurs de risque du fameux adénocarcinome, et on avait parlé de ça, c'est de la fameuse l'œsophage de Barrett, c'est de l'endobrachyœsophage. Donc les adénocarcinomes de l'œsophage, ils surviennent, mais ils se développent presque toujours sur une muqueuse œsophagienne présentant une métaplasie intestinale qui est secondaire à quoi? Qui est secondaire au reflux gastro-œsophagien que l'on avait vu déjà avec détail dans le cours précédent. C'est le fameux endobrachyœsophage, l'œsophage de Barrett. C'est la métaplasie intestinale, comme vous voyez là, c'est l'aspect orangé de la muqueuse qui est dû au reflux gastro-œsophagien. Donc, et c'est la lésion majeure précancéreuse. Donc, on avait dit précédemment que le BO, endobrachyœsophage, représente la lésion, bien une lésion précancéreuse. Il peut se dégénérer, mais faites attention, pas en carcinome épidermoïde. Il va se dégénérer vers un adénocarcinome. Donc, faites attention. Le carcinome épidermoïde, il est favorisé, je répète, par le terrain alcoolo-tabagique, par la chalasie, par les lésions caustiques, comme on a vu précédemment, par l'irradiation. Et le carcinome, ou bien l'adénocarcinome, il est favorisé par quoi? Il se développe presque toujours sur l'œsophage de Barrett, sur une endobrachyœsophage. Donc c'est pour cela que j'insiste toujours sur l'enchaînement du cours. Donc, vous voyez la relation entre le RGO et les lésions caustiques dans la genèse du carcinome de l'œsophage dans ces deux formes, épidermoïde et l'adénocarcinome. Donc là, vous voyez le fameux œsophage de Barrett, c'est la métaplasie intestinale. Elle va favoriser la lésion. Et là, vous voyez, là, c'est un cancer qui a développé sur l'œsophage de Barrett. Donc j'espère que maintenant, vous allez faire la différence entre les deux types histologiques de l'adénocarcinome qui se développe seulement dans le tiers inférieur, presque toujours sur un œsophage de Barrett, et du carcinome épidermoïde. Donc c'est primordial, c'est le but de cette partie-là. Différencier entre les deux types de lésions du carcinome épidermoïde avec ses facteurs de risque. Et deuxièmement, l'adénocarcinome qui se développe sur le fameux œsophage de Barrett, sur l'endobrachyœsophage, sur la métaplasie intestinale qui est due au RGO. J'espère maintenant que c'est clair. Donc là, c'est la classification. On avait abordé ça. C'est un juste récapitulatif. Donc, 99% des tumeurs de l'œsophage, ils sont des tumeurs primaires. Ce que ça veut dire? Donc, les métastases, ils sont presque nuls. Tout toute tuméfaction ou bien toute malformation maligne dans l'œsophage, donc 99%, elle est primitive. Donc, c'est un carcinome de l'œsophage. Il peut s'agir, quand je répète, du carcinome épidermoïde, 75% des cas, le 3 quarts, et 25% des cas adénocarcinome qui se développe dans le tiers inférieur. Ah, c'est mieux illustré à gauche sur un œsophage de Barrett, sur une endobrachyœsophage. Exceptionnellement, il existe des tumeurs bénignes de l'œsophage, mais ils représentent 1% des cas. Donc, il peut s'agir là d'un adénome, d'un léomiome, des tumeurs vasculaires et même des lymphomes. Mais je répète, ils sont exceptionnels. Les deux types histologiques qui sont répandus comme cancer
sont malheureusement les deux malins. Donc, le cancer épidermoïde et l'adénocarcinome dans la portion inférieure. Là, c'est le rôle de l'endoscopie, je répète, pour définir la distance. Faites attention dans vos cas cliniques, la distance entre les arcades dentaires et la lésion. Pourquoi? Pour déterminer dans quel stade ou bien dans quelle portion est-ce que le cancer là ou bien la tumeur existe dans le tiers supérieur, le tiers moyen, je répète, qui est très difficile à traiter, ou bien le tiers inférieur. Là, nous sommes devant un adénocarcinome, le plus probablement qui a développé sur un œsophage de Barrett. Donc, vous voyez, c'est pourquoi c'est primordial pour déterminer la distance entre la tumeur, je répète, et l'arcade dentaire. Donc, c'est pour déterminer l'abord chirurgical et même le type histologique. De quelle lésion s'agit-il? Donc, faites attention toujours dans vos cas cliniques, la distance entre l'arcade dentaire, ou bien la bouche, et la lésion œsophagienne. Maintenant, on va aborder une autre notion, c'est la notion de l'extension de lésion de l'œsophage. Et notez bien, l'extension du cancer de l'œsophage, elle est très étendue. Donc, elle se fait par des îlots cancéreux, par les nodules de perméation. C'est pour cela la marge, notez cette phrase-là, la marge de sécurité chirurgicale dans le cancer de l'œsophage, elle est très étendue. C'est la plus longue des marges de résection. Donc, l'extension, elle se fait de façon longitudinale, elle se fait de façon latérale, donc l'envahissement ou bien la compression des organes de voisinage. Parfois, c'est le nerf récurrent, elle peut donner l'aphonie, la trachée, les veines caves supérieures, le plèvre, le péricarde et même les vertèbres. C'est pour cela on avait dit que ça a été un cancer malin par l'envahissement, par la place, ou bien la localisation anatomique qui est très délicate. La notion d'extension ganglionnaire, on est en train de répéter, on avait dit que c'était un cancer très lymphophile vers les ganglions médiastinaux, vers les ganglions ciliaques ou bien périgastriques vers le bas et même parfois vers les ganglions cervicaux et susclaviculaires vers le haut. Donc c'est le ganglion du troisième qui est, je répète, qui est présent dans tous les cancers du tract digestif. Parfois, l'extension là, elle est métastasique au stade terminal. C'est au niveau du foie, des poumons et de l'os. Donc, on avait parlé de ça dans l'anatomopathologie. On avait dit que les deux localisations préférables des cancers digestifs, malheureusement, c'est le foie. Nous allons aborder ça dans le cours des cancers hépatiques et le poumon. Donc, ce sont les deux localisations, je répète, préférées en cas de carcinose du type digestif. Donc, vous voyez là, c'est la vascularisation multiple, c'est la localisation anatomique délicate, c'est la lymphophilie là qui rend ce cancer-là, malheureusement, c'est du mauvais pronostic. Un taux de survie qui est moins de 10 ans après 5 ans chez tout type du cancer de l'œsophage. Donc, dernièrement, le mode de révélation ou bien le diagnostic. Le mode, faites attention, ça c'est à noter. Le mode de découverte principal, c'est la dysphagie. Donc, là, vous voyez le type histologique, c'est le rôle de l'anatomopathologie dans le diagnostic. Là, c'est l'extension longitudinale, je répète, la marge chirurgicale de sécurité dans un cancer, c'est la plus longue. Là, c'est la localisation, vous voyez la multiplicité de réseaux vasculaires, le paquet vasculo-nerveux, le nerf récurrent, la phonie. Vous voyez là l'extension qui peut être, bien qui peut se faire vers la trachée, les ganglions. Donc là, c'est une localisation anatomique qui est très délicate. Là, c'est le mode de révélation. Et notez bien, c'est la dysphagie. Donc, qui va être révélatrice dans 90% des cas du cancer gastrique. Donc, faites attention, il n'existe pas une dysphagie qui est banale, une dysphagie. Donc, c'est une indication au dépistage. Donc, il peut s'agir là d'une compression extérieure ou bien d'un cancer primitif de l'œsophage. Donc, cette dysphagie-là, elle va concerner les aliments premièrement de grosses
couchées ou bien les solides, puis elle va être, bien, elle va évoluer vers les liquides jusqu'à arriver au niveau de la phagie. Donc faites attention, la dysphagie, je répète, notez ça bien dans vos cas cliniques, la dysphagie du cancer de l'œsophage, elle est premièrement vers les solides, ça c'est premièrement. Deuxièmement, vers les liquides, donc c'est progressif. Notez bien ce terme-là si vous êtes devant une dysphagie qui est progressive. Si le patient vous raconte ça, donc c'est fort probablement là un cancer de l'œsophage. C'est la dysphagie progressive, premièrement vers les solides, deuxièmement vers les liquides, voire arriver dernièrement vers l'aphagie totale. Donc c'est une dysphagie intermittente. Oui, elle va devenir permanente et elle a la tendance à l'aggravation sans rémission. Deuxièmement, c'est une dysphagie qui est indolore. Donc, il n'y a pas la notion là de l'odynophagie, je répète. Le début il commence parfois par un simple gêne, bien une simple gêne rétrosternale ou parfois d'une sensation d'accrochage. Et à chaque fois que la tumeur augmente de taille, à chaque fois que la dysphagie là, elle va aggraver. Donc, les symptômes associés de cette dysphagie, c'est la régurgitation alimentaire, c'est la laine fétide, elle est due à la stase alimentaire, c'est l'hypersialorée, les éructations, les hoquets. On va aborder ça tous les signes avec détail dans les cours de dyspepsie. Parfois, il existe des complications hémorragiques qui vont être révélatrices, mais c'est rarement. Donc, ça va être révélé par l'anémie, les hématuries et même les mélénas. Donc, on va aborder ça avec détail dans le cours des hémorragies digestives hautes. Donc, mais notez bien, je répète, le mode de révélation le plus fréquent d'un cancer de l'œsophage, c'est la dysphagie. Je répète ça, faites attention dans vos cas cliniques. Il n'existe pas une dysphagie qui est banale. Une dysphagie est une indication à l'investigation, au dépistage. Il peut s'agir d'une lésion maligne au niveau de l'œsophage. Dernière plaque, les signes tardifs ou bien les signes fonctionnels tardifs, ils vont traduire une pathologie qui est évolue. Donc, la douleur rétrosternale, ou bien la douleur épigastrique, les fausses routes, ils vont témoigner de quoi? D'une fistule, malheureusement, aérotrachéale. Ça témoigne d'un stade évolué de la carcinose. Le syndrome médiastinal, donc là, c'est la douleur épigastrique, ou bien la douleur rétrosternale. Je répète, c'est un témoignage d'un stade évolué, malheureusement. Là, c'est la fistule qui est due au cancer, donc c'est la création de la fistule œsotrachéale. Et là, c'est du syndrome médiastinal. Donc, c'est la paralysie du nerf récurrent gauche, la dyspnée trachéale, le syndrome cave supérieur. Donc, tout ça sont des témoins d'une masse médiastinale. Je vous invite à consulter le cours de radiologie du syndrome médiastinal où on avait parlé de cet aspect-là avec détail, avec toutes les lésions probables. Parmi les lésions qui sont retrouvées dans un syndrome médiastinal, c'est malheureusement un cancer de l'œsophage vers un stade évolué. Il existe aussi des signes liés d'extension métastatique. C'est les adénopathies médiastinales surtout, et même les hépatagies qui sont témoignant d'une métastase malheureusement hépatique. On peut noter aussi le signe ou bien le syndrome de Claude Bernard Horner. Donc ça c'est du syndrome médiastinal ou bien ça c'est du syndrome cave. Et là c'est le syndrome de Claude Bernard Horner qui témoignait là d'une atteinte des fibres sympathiques. Donc il est l'association du myosis, ptosis et de l'énophtalmie qui va témoigner, je répète, d'une atteinte des fibres sympathiques. Donc, c'est l'extension du cancer de l'œsophage vers les fibres sympathiques. Donc, et tout ça, ce sont révélatrices malheureusement de la pathologie vers un stade tardif. Et comme tout processus tumoral, tout cancer, l'altération de l'état général, l'amaigrissement lié à l'anorexie et à la dysphagie qui est quasi constante là. Donc, c'est l'altération de l'état général dans tout processus malin. Un amaigrissement qui doit
bien qui va être supérieur à 15% de la masse corporelle. Donc, c'est un signe d'alarme d'un processus tumoral qui est évolué. Donc, ça, c'était tout pour la première partie du cancer de l'œsophage. J'espère que vous pouvez maintenant faire la différence entre les deux types, épidermoïde et adénocarcinome, savoir ou bien noter dans vos examens cliniques la distance entre les arcades dentaires et masse tumorale. C'est primordial dans l'intervention ou bien dans la conduite thérapeutique, comme on va voir dans la suite de ce cours. Et bien sûr, savoir les signes d'alarme qui sont témoignants d'un stade évolué de la carcinose, malheureusement. Et je répète, c'est un cancer de mauvais pronostic. Donc, moins de 10%, un taux de survie au-delà de 5 ans. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.